Cette réunion se tenait alors que le président de l'Assemblée nationale rentrait tout juste de Côte d'Ivoire. Le président Guizou Bandama était à la tête d'une forte délégation des honorables députés qui sont allés prendre part donc à la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous retrouvons Henri Neston Djawé de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale du Gabon, M. Guizou Bandama, répondait là à une invitation de son homologue de Côte d'Ivoire, Guillaume Djigbafori Soro, dans le cadre de la diplomatie parlementaire que le Gabon et la Côte d'Ivoire entretiennent si étroitement. Une ouverture marquée par une constellation de délégations des assemblées nationales d'une dizaine de pays, dont celle du Gabon, fortement saluée par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Chers collègues et chers doyens, comme un sage qui est constant dans son accompagnement des cadets, vous êtes encore là pour la seconde fois à nos côtés et je voudrais du fond du cœur vous remercier. Au regard du contexte national actuel marqué par la tenue des élections locales, je ne résiste pas, honorable Guizou Bandama, au désir de rappeler l'appel fait à Libreville au fair play électoral. Cette vertu cardinale de l'olympisme que nous devons aussi introduire en politique. Prenant la parole du hall de la tribune de l'hémicycle du palais du plateau Abidjan, dans un discours mémorable, le président de l'Assemblée nationale du Gabon n'a pas manqué de souligner l'importance que le pays accorde à la coopération interparlementaire et le rôle que celle-ci doit jouer dans l'intégration africaine dans un contexte économique dominé par la globalisation. Pour le président de l'Assemblée nationale, le Gabon se tient aux côtés du peuple ivoirien dans la quête de la paix pour permettre à la jeunesse de rêver à autre chose qu'à la guerre. D'où la nécessité de poser le pont de la réconciliation. En effet, mes chers collègues, il est temps que l'Afrique intègre dans son disque dur l'idée suivant laquelle, si l'avenir est imprévisible, aléatoire et chaotique, il se construit, se prépare toujours en se calculant pour dégager les variables et pour infléchir le caractère indomptable et déroutant des événements. Sur tous ces aspects, j'ai déjà eu l'occasion de faire constater que la Côte d'Ivoire et le Gabon disposent devant eux d'énormes potentialités de coopération et gagneraient ainsi à créer une véritable synergie complémentaire. D'autant plus que nos deux présidents, leurs excellences, Alassane Dramane Ouattara et Ali Bongo Ondimba, dans un élan ferme et déterminé, partagent l'ambition de conduire la Côte d'Ivoire et le Gabon vers le statut enviable de pays émergents. Mais je voudrais rappeler que cette espérance n'est atteignable que dans un climat de paix et de sérénité. C'est pourquoi le peuple gabonais, par ma voix, tient à rimer qu'il se tiendra toujours aux côtés du peuple frère ivoirien pour encourager ses efforts dans le processus de réconciliation et de pacification totale qu'il a entamé. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui nul doute, retrouve là son prestige et son rang dans la scène parlementaire internationale. C'est donc un événement symbole de la Renaissance et de l'hospitalité légendaire africaine et de cette ouverture à la diversité des peuples et des cultures. Parlons éducation à présent. Au lycée Berthe et Jean, les membres du conseil de surveillance viennent de se réunir à Issassa. L'objectif, c'était de réfléchir sur les défis scolaires à venir. Les précisions de Yves Oyon. Respecté à l'institution privée internationale Berthe et Jean. Le président du conseil de surveillance et les membres arrivent sur les lieux. L'accueil est chaleureux, normal. Parmi les invités, il y a Cheikh Modibo Diarra, parrain de l'établissement. Exécuté par cette chorale, l'hymne de l'école plante le décor d'une journée de réflexion intense. D'où l'entrée de Marie-Madeleine Borantour et les membres du conseil dans cette salle de réunion où vont se tenir les travaux du conseil de surveillance, le deuxième du genre.
Rendez-vous annuel très important qui garde une place de choix dans le calendrier scolaire de l'Institut. Ouverture des travaux. Marie-Madeleine Bourantouo revient longuement sur les objectifs de l'école, mais surtout sur les enjeux de cette rencontre. Elle exhorte les membres du conseil à continuer à soutenir cette école qui se positionne déjà parmi les meilleures dans la sous-région et même en Afrique. Pour elle, il est important d'œuvrer plus que jamais pour une élite africaine bien formée. Mission à laquelle s'attelle jour et nuit toute l'équipe dirigeante de Berthe Jean. Ici, l'hommage est rendu au proviseur adjoint, au censeur, à l'aumônier de la paroisse et à tout le personnel. Des encouragements qui touchent profondément le proviseur Rafi. Après approbation du compte-rendu du conseil de surveillance du 9 mai 2012, ils entrent dans le vif du sujet. Le bilan pédagogique de l'établissement et les projections de 2011 à 2014 comme premier thème. Puis les orientations, les perspectives et les recommandations du conseil. Je suis très satisfait. Voilà un projet dont je suis très fier. Et de voir que la vision que nous avions un jour discutée autour d'un déjeuner est devenue une réalité et que cette réalité-là est en train de prendre de la vitesse. C'est un bébé qui a finalement commencé à marcher et qui va bientôt commencer à courir. Les membres du conseil de surveillance ont aussi échangé longuement avec les élèves sur plusieurs sujets liés à leur formation. Avant de quitter les lieux, tous les membres du conseil de surveillance ont eu droit à une visite guidée de l'Institut Berthe Jean et d'une photo de famille qui a immortalisé ce jour unique. Fin hier à Libreville du séminaire sur les méthodes support et matériel didactique d'éducation et de formation en santé scolaire préventive, un séminaire organisé par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture en collaboration avec le ministère gabonais de l'Éducation nationale. Compte rendu, Léa Bifad et Francis Ifunda. C'est en synergie que les participants et experts ont interrogé leur mémoire pour concevoir une stratégie favorable à la promotion de la santé à l'école. Le but étant d'amener les apprenants à adopter des comportements responsables vis-à-vis des fléaux qui minent la société. Nous, participants, recommandons aux différents gouvernements de mettre en place dans chaque pays une plateforme pour la mutualisation des actions en faveur de la santé en milieu scolaire, de renforcer les interventions multidisciplinaires dans la promotion de la santé en milieu scolaire, de doter chaque pays d'une politique nationale de santé en milieu scolaire, de renforcer les capacités d'intervention des enseignants et autres professionnels de l'éducation sur la promotion de la santé en milieu scolaire. Nous espérons que les nouvelles idées et approches qui ont été développées tout au long de cette rencontre renforceront les connaissances et savoir-faire des participants et leur seront aussi d'une grande utilité dans la recherche de solutions endogènes en vue de la promotion de la santé des jeunes. Le rôle de l'éducation en santé scolaire reste fondamental. À ce titre, des efforts devraient être fournis pour le bien-être des communautés scolaires. Ces conclusions, en n'en point douter, permettront à nos États respectifs de se doter désormais d'outils et de compétences techniques nécessaires à la mise en place de politiques de santé scolaire préventive et partant de s'inscrire dans la dynamique de l'accomplissement des engagements pris en faveur de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, qui prône une éducation de qualité. Il me paraît nécessaire de rappeler que ces objectifs rejoignent ceux du plan stratégique Gabon émergent initié par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Les bases d'une politique d'éducation en santé scolaire sont donc lancées aux participants de capitaliser les acquis de cet atelier par l'introduction de ce domaine dans les enseignements dispensés aux apprenants. Alors avant de recevoir le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ce soir, après le journal, nous recevons aujourd'hui même, tout de suite sur notre plateau, le conseiller en communication du ministre de la Santé. Elle est venue pour une communication importante. Madame le conseiller, bonsoir. Bonsoir Célestin, merci pour l'opportunité offerte. Il a été constaté au sein de vos structures sanitaires
que les malades et leurs parents font encore usage des produits non biodégradables, notamment les sachets plastiques et autres, comme emballage des aliments et autres effets personnels. Le ministre de la Santé rappelle à l'ensemble de la population gabonaise que l'utilisation des dits emballages est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la loi 1693 du 26 août 1993 portant protection et amélioration de l'environnement et à la décision prise en Conseil des ministres délocalisé en sa séance du 4 mars 2010 à Port-Gentil et en vigueur depuis le 1er juillet 2010. À cet effet, le ministre de la Santé instruit les responsables des hôpitaux et autres structures de santé publique et privées quant au respect strict des présentes dispositions. Le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba. Merci Madame le conseiller. À propos justement des hôpitaux, le personnel du centre hospitalier régional de Mouila face aux difficultés de transport et au dysfonctionnement de certains plateaux techniques. La direction de l'hôpital s'est murée dans un silence. Le constat d'Edgar Djebib Doukaga. Le centre hospitalier régional de Mouila, comme dans d'autres provinces, la structure est destinée à améliorer les conditions de prise en charge des quelques 200 patients reçus chaque semaine ici. L'hôpital est certes en plein travaux de réhabilitation des bâtiments et c'était visible à notre passage, mais les conditions de travail se dégradent. Plusieurs plateaux techniques sont hors d'usage dans la quasi-totalité des services, des urgences à la chirurgie, en passant par la maternité et même le bloc opératoire. Deux autres problèmes ruinent le climat entre la direction et les personnels. D'abord, l'immobilisation inexpliquée depuis plusieurs mois des 2 bus de transport, dont celui-ci, mis à disposition par le ministre de la Santé. Conséquence, ça nous pose des problèmes au niveau des relèves, au niveau de la ponctualité, parce que nous étions déjà habitués à être transportés, et vu aussi le problème de taxi de Mouila, donc forcément il y a des retards dans les services, et ça ne nous arrange pas. Ensuite, les agents attendent trop longtemps leur prime de garde, dont le calcul est parfois contesté. Sur la question, et nous n'avons aucune preuve, certains agents soupçonnent les services du Trésor provincial de faire du chantage. Intervenant au nom de la direction de l'hôpital, les services du personnel ont concédé le principe d'une interview depuis le 15 avril dernier, jusqu'à notre départ de Mouila dimanche dernier. La direction du centre hospitalier régional de Mouila avait opté pour le silence. On retourne dans le Haut-Ogooué pour parler de la cour d'appel judiciaire de Franceville qui abrite depuis quelques jours les audiences dans le cadre de la 2e session criminelle. On note un fort taux des cas de viol sur mineurs de moins de 15 ans, le constat de Jacob Moukwangi. Deuxième sur les 3 prévus conformément à la loi, la session criminelle en cours au sein de la juridiction de Franceville dans la province du Haut-Ogooué voit inscrite à son rôle 27 dossiers dont 9 par contumace. De façon détaillée, on note 2 assassinats, 3 tentatives d'assassinat, 3 meurtres, une introduction de fausses monnaies, 3 vols à main armée, une association de malfaiteurs et 14 viols sur mineurs de moins de 15 ans dont le caractère recrudescent n'a pas laissé insensible le procureur général pour la cour d'appel judiciaire de Franceville, Félix Bangosso. Vous imaginez le premier dossier, c'est un viol en principe qui s'est mal tourné. Au départ on l'avait qualifié d'assassinat, mais en fait c'est un viol commis avec violence et sur une fille de 8 ans s'il vous plaît. Sur aussi au niveau de la juridiction, nous nous posons cette question, qu'est-ce qui peut expliquer autant de viols? Outre les 16 assesseurs appelés à siéger aux côtés des magistrats, 4 avocats du barreau national ont été commis. Clément Zé, un des défenseurs des accusés. Nous, en tant qu'avocats défenseurs, nous plaidons toujours les circonstances atténuantes pour nos clients parce que nous estimons que ceux-ci, quel que soit le mal qu'ils ont commis, ils peuvent quand même